Si c'était si facile, tout le monde le ferait. Qui tu serais pour réussir où tous les autres ont échoué? Oublie tes rêves prétentieux, redescends sur terre où tu n'en reviendras jamais. Bonjour à tous, c'est la deuxième karaoké. fois qu'on tourne ce podcast parce que Romain avait oublié d'appuyer sur Rec. On est ravis de vous retrouver dans ce nouveau podcast Take Out. Et dépendant de la plateforme où vous nous écoutez, n'oubliez pas de suivre évidemment ce podcast et puis de le noter au fur et à mesure de l'écoute ou alors à la fin, parce que ça aide le podcast évidemment à être référencé et ça on le dit pas souvent. Oui, laissez-nous un petit score avec un petit commentaire cool, etc. Ça va les gars ? Ça serait bien. Ça va et Écoute, toi ça va très bien. Je suis un peu perturbé par le sujet du podcast du jour. Il est pas évident parce qu'on cible personne en particulier, c'est plutôt un état d'esprit, je pense. Manuel, on te laisse le détailler le podcast parce que je pense que tu auras une meilleure définition que nous à donner en un temps record. Et on dit pas du tout ça parce qu'on a fait un premier essai et qu'on a délivré une description catastrophique du Mais sujet horrible, du jour. ça a duré 3 minutes. C'est vrai. Mais heureusement, Romain avait oublié d'appuyer sur Rec. Bon, merci. On a tous traversé une période un petit peu compliquée. Des tonnes de gens se posent des tonnes de questions. Gloire au jus de pomme. Et se demandent si ils font le bon job, ils sont au bon endroit, est-ce qu'ils poursuivent les bons objectifs, etc., etc. Et il y a quelques signaux assez simples à détecter pour se dire, tiens, peut-être qu'il est temps que je me pose des questions sur l'activité professionnelle qui est la mienne et je suis pas... C'est des bons indices pour se dire qu'on n'est peut-être pas au bon endroit ou en train de faire les bonnes choses. Voilà. C'est ça, c'est ce qui est surtout intéressant aujourd'hui, je trouve, en tout cas même dans mon entourage, c'est que vu que maintenant tout se passe à distance, les gens ont beaucoup plus tendance à accepter cette zone inconfortable qui est du coup une zone de confort. Vu que c'est à distance, que tu vas plus vraiment au bureau, que tu vois plus vraiment les têtes de con que tu supportes plus, tu finis par te dire bon, j'aime pas le job mais bon, je suis chez moi donc ça me va bien. Et à l'inverse, il y a peut-être des gens qui se sont rendus compte qu'ils aimaient aller au travail juste parce qu'il y avait la cafette avec les copains et qu'ils aimaient bien Christine à la Post Club qui était adorable, voilà, évidemment, bien sûr. C'était sympa, mais finalement, quand ils font leur travail chez eux, ça marche moins bien. Finalement, leur job, voilà. Mais comme disait Warren Buffett, je fais un grand sourire actuellement parce que j'adore cet homme. C'est quand la... T'as dit ouais, c'est exactement ça. Elon Musk, hop, je suis là. Jeff Bezos, je suis là. Warren Buffett. Donc, comme disait Warren Buffett, c'est quand la marée descend qu'on voit ce qui bluffait. Voilà. Donc, c'est exactement ça. C'est vrai, je la connais, c'est celle-ci. Donc, c'est exactement ça. Là, les choses vont petit à petit revenir à la normale. Il y a encore un peu de télétravail, mais on voit les entreprises qui se préparent à réaccueillir des salariés, peut-être pas à full-time tout de suite, mais on va revenir à une espèce d'activité plus régulée, plus normalisée, on va dire. Et les gens commencent à se dire finalement, cette distance rendait mon boulot supportable, alors que finalement je le supportais plus. Ou au contraire, mon boulot était totalement insupportable, vivement que je revienne à la cantine voir mes collègues, parce que sincèrement, mon boulot, je peux plus le blairer, et tout seul à la maison, c'est... Voilà, bon bref, il y a plein de signaux qui méritent d'être évoqués, qu'on vit tous à l'échelle individuelle, auxquels on ne prête pas attention, et qui pour autant sont des indices pour dire, peut-être que vous êtes pas en train de faire le bon job. Et ce qui est fou, c'est qu'il y a 1 an de ça... ça aurait été vachement difficile pour nous de faire un podcast en essayant d'expliquer aux gens, de bien détecter la façon d'amorcer du coup un changement de travail, parce qu'il y a 1 an de ça, il n'y avait pas du tout autant de nouvelles demandes qu'il y a aujourd'hui. C'est vrai que les premières choses que j'ai dit à Manuel, c'est « Oui, mais attends, on va raconter aux gens que peut-être qu'ils doivent changer de job dans une période où il n'y a pas d'offres, etc. » Il me dit « Mais tu rigoles ou quoi ? Enfin, il y a toutes les entreprises commencent à se mettre au télétravail, il y a énormément de travail à distance qui est accepté, les entreprises se sont réveillées à ça, donc on est en plus de ça dans une période qui va arriver de plus en plus facile pour avoir un travail à distance dépendant du métier que vous exercez, évidemment, encore une fois. Je pense que c'est la première question que les gens se posent, c'est est-ce que c'est le bon moment ou est-ce que c'est pas le pire moment pour changer de voie ? Alors, changer de voie, je sais pas, mais en tout cas, on voit de plus en plus d'entreprises qui... dans notre industrie, il faut quand même le rappeler, on est dans une industrie un peu particulière. Si tu bosses dans un magasin, si tu es vendeuse, si tu es coiffeur, ça va être difficile de coiffer les gens à distance. Mais dans notre industrie, il y a de plus en plus de boîtes qui étaient vaguement ouvertes au télétravail ou assez peu, et qui commencent à s'ouvrir au télétravail à fond.
et qui disent bon bah voilà, bah, maintenant on peut recruter des gens à distance parce que ça fait finalement à peu près 1 an qu'on travaille tous à distance et on se rend compte que ça marche pas si mal que ça. Donc on voit, j'ai discuté il y a pas longtemps avec des cabinets de recrutement, des chasseurs de tête, on voit des entreprises qui avant recrutaient uniquement des gens pour intégrer certaines de leurs entités, de leurs bureaux, etc. Et qui maintenant se disent bon bah finalement on peut recruter n'importe où en France, même dans des endroits où on n'a pas de bureau, parce que avoir des travailleurs à distance, c'est pas un problème. Déjà, du coup, une première question pour aiguiller correctement les gens. Est-ce qu'avant de se poser la question de je quitte mon job actuel parce que je suis de toute façon persuadé, avant d'entendre les certaines raisons que va évoquer Manuel à travers ce podcast, est-ce qu'il n'est pas du coup plus intelligent de commencer aussi à regarder ce qui se fait ailleurs et de commencer à préparer l'après avant de tout quitter? Ça me paraît déjà évident, ça me paraît d'être le premier point, c'est de se dire qu'est-ce qu'il y a ailleurs, qu'est-ce que je pourrais avoir mieux ailleurs. Bah, c'est très simple en fait, quand tu veux quitter ton appart, tu commences par chercher un appart. Bah oui, c'est exactement. Non mais il faut le spécifier parce que parfois je vois des tweets sur le hashtag takeout, je vous assure. Alors parfois ça nous flatte, parfois ça fait peur. Tu vois des gens qui disent vous avez totalement raison, en 24 heures j'ai tout fait. J'ai quitté ma femme, j'ai jeté mes c'est gosses. C'est Tony d'une Robbins, falaise. tu sais, c'est Tony Robbins le podcast, c'est exactement ça. Non, c'est vrai que ça a spécifié. Oui. Génial, merci les gars, oui. je vous adore. Oui. Non, mais si, c'est important faut pas que ce soit un craquage en fait, il faut que ce soit réfléchi. Et je pense que on est là pour vous aider à donner des pistes en fait de réflexion. Mais c'est sûr que le titre de ce podcast, ce sera pas quitter votre job immédiatement. Mais c'est surtout qu'il y a tellement de cas Sans différents. réfléchir. T'as les gens qui sont salariés, qui ont des super idées à développer, qui rêvent d'être à leur compte pour développer leurs idées et autres, qui n'ont jamais tenté l'expérience. Ben pour ça, c'est tout simple. C'est est-ce que tu as le capital et le cash suffisant pour survivre 1 an, 2 ans, à démarrer ton activité. Et si jamais elle prend pas, t'auras essayé pendant 2 ans et tu pourras reprendre un job classique. Ça, c'est souvent les cas de figure qu'on peut retrouver aussi dans... Et tu finiras pas SDF. Voilà. C'est-à-dire que tu as les moyens de perdre cet argent, en fait. Exactement. D'investir sur toi pour croire en ton projet. Et ensuite, tu as les gens qui sont salariés, qui veulent changer de poste tout simplement, soit dans leur boîte actuelle parce que le poste leur convient pas, soit de changer de boîte. Et ensuite, tu as le troisième cas d'un entrepreneur qui a une société qui ne fonctionne pas depuis qu'il l'a créée et qui essaie de se rattacher un peu aux petits chiffres qu'il fait, qui lui permettent de survivre et qui a du mal à se dire qu'il pourrait faire mieux dans une autre activité parce qu'il a peur de repartir de zéro. Je disais au début de ce podcast que ça me faisait un peu, ça me perturbait un peu ce sujet parce que moi je me suis posé la question plein de fois dans ma vie de est-ce que je suis à ma place, est-ce que je fais ce que j'ai vraiment envie de faire, parce que j'ai par exemple beaucoup tendance à procrastiner, j'ai beaucoup tendance à remettre au lendemain le travail que je dois faire, etc. Et au bout d'un moment c'est vrai que c'est une question qui se pose en fait, de dire est-ce que je procrastine pas justement parce que je suis pas à ma place et que je devrais faire autre chose. Et je crois que ça, c'est un des signes qui fait que tu n'es peut-être pas exactement à ta place, c'est le fait que tu te mettes tout le temps à travailler assez tard. Oui, à travailler tard, à repousser tes échéances au dernier moment, à du coup ne pas prendre tes tâches, les trucs qu'on te demande en te disant putain c'est un challenge cool, c'est un nouveau truc, c'est un nouveau défi. Chaque fois que tu vas te dire... je le repousse à plus tard, je le ferai au dernier moment, etc., etc. Dis-toi que déjà, c'est pas bon signe. À ne pas confondre avec je le fais tout de suite, comme ça sera fait. On est juste en train de dire que quand vous avez une tâche, vaut mieux la programmer à demain à midi, cette tâche sera faite, mais que demain midi vous vous dites ah ben je la repousserai, là c'est un problème. C'est surtout ce qu'on dit. Après, je pense que là vous soulevez un point intéressant, c'est du coup le fait de bien se connaître. Peut-être qu'avant de prendre une telle décision, il y a beaucoup de gens qui se mentent aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, bah, moi je, machin et tout ». La réalité, si tu te regardes devant la glace, tu sais que c'est pas forcément le cas sur tous les plans. Tu sais que tu peines à certains endroits. Et en plus de ça, et je préfère appuyer ce point aussi, on a quand même une mentalité à beaucoup se cacher les échecs. Les gens ont beaucoup plus tendance, comparé aux US par exemple, à se dire que je suis mauvais là-dedans. Les gens n'osent pas dire qu'ils sont mauvais dans tel ou tel truc. Ils préfèrent dire dans quoi ils sont bons. Et ça, c'est vraiment un premier travail déjà à faire sur vous. C'est à être droit avec qui vous êtes réellement. Parce qu'aller chercher quelque chose d'autre
pour soi-disant la personne que vous rêvez d'être, ça marchera jamais. En fait, c'est un des premiers signes, mais c'est important de le dire que c'est pas parce que vous avez un signe que vous vous repérez quelque part que ça veut dire que vous n'êtes pas à votre place et vous devez changer de job. Moi, Non. je sais que je suis à ma place, mais si vous voulez, je procrastine même pour répondre à un message d'un proche, en fait. Donc le fait que Oui. je me mette pas tout de suite à travailler ne veut pas dire que je suis pas à ma place. T'as entendu ce oui? Oui, non, mais je m'en doutais. Je m'en doutais. Après, il y a aussi un autre cas beaucoup plus concret, c'est le j'ai pas envie de retourner au bureau. Les gens ont eu des nouvelles habitudes de travail, ils les apprécient, ils se sont finalement familiarisés avec ces habitudes de travail qui leur laissent plus de liberté et qui parfois les rendent meilleurs dans certaines tâches à exécuter à différents moments de leur journée. S'il y a un signal à bien repérer, c'est que si ta boîte te dit « bon, ça y est, les bureaux réouvrent » et que t'as pas envie d'y aller, c'est pas très bon signe. Oui, parce qu'il y a sûrement plein de gens en fait qui y allaient par habitude, parce qu'ils y allaient tous les jours, et qui ont découvert en fait que depuis 1 an, c'était plutôt sympa de rester à la maison et qui n'ont pas du tout envie d'y retourner en fait. Mais il y a aussi tout l'inverse. Il y a les gens qui en ont marre d'être chez eux, etc., qui veulent retourner au bureau, mais qui ne veulent pas retourner dans ce bureau et qui aimeraient juste retrouver de nouvelles équipes, de nouvelles synergies. C'est ça, mais c'est un peu de ça dont on parle, c'est-à-dire se dire je n'ai pas envie de revenir dans mon écosystème de travail, de revoir ces gens-là, de revoir ce lieu-là, etc. Parce que au final, quand je suis loin, je suis mieux que quand j'y suis. Bah, c'est un bon signe. Hein. Tu vois, c'est quand même un signe assez flagrant. Si vous vous dites que quand vous êtes loin de votre bureau, vous êtes mieux que quand vous y êtes, bah, posez-vous 2-3 questions sur est-ce que vous êtes au bon endroit. Moi, il y a un signal que... Ça marche pour tout d'ailleurs, hein, excusez-moi, mais Oui, ça marche pour plein de choses, pas que pour le taf. Oui, c'est sûr. dans l'amitié, dans les couples, je veux dire, si t'es mieux tout seul. Pardon. Qu'il est con. Il y a un autre truc qui, je pense, est un bon signal, c'est quand tu te sens pas impliqué dans les conf calls. C'est-à-dire que tu es dans les intéressant. visios et tu te dis, bon, allez, pourquoi j'allumerai la caméra? Qu'est-ce que j'en ai à foutre de parler à mes collègues qui me voient, etc. Bon, allez, je fais même pas l'effort de m'enlever de mute. Tu te sens moins impliqué, quoi. Je commente pas le truc, là, bon, allez, je continue à faire ce que je suis en train de faire, c'est pas bien grave, je laisse passer le truc. Je sais que c'est faux, mais je laisse passer le truc. Et parfois, c'est pas de ta faute, mais c'est un signe du management qui est mauvais aussi, qui te laisse peut-être pas la place suffisante en visio ou autre. Oui, bon. Oui, mais ça peut montrer aussi que quand t'es pas forcé de te montrer, tu le fais pas pour toi-même en fait. Mais c'est intéressant parce que ça me renvoie vers un truc, vers une situation dont on n'a pas parlé, c'est les étudiants en fait, qui actuellement suivent des cours en ligne et qui peut-être se sentent pas du tout impliqués et se rendent compte que c'est peut-être plus facilement que s'ils devaient aller en cours. Vivant les choses un peu plus de l'intérieur, et pour faire une aparté là-dessus, il faut quand même dire, et on en a parlé dans un précédent podcast, que l'éducation et le numérique, excusez-moi, mais avoir 10 profs différents qui utilisent 10 Google Meet différents, 10 docs partagés différents, 10 accès différents, 10 ceci, 10 cela, il y a un moment où tu pètes un câble. Enfin, je suis désolé. Une fois, c'était pas mon sujet. Moi déjà, quand il y a 2 clients dans mon business qui veulent utiliser Microsoft Teams et Google Meet, déjà ça me fait chier. Alors j'imagine même pas à la place d'un étudiant qui essaie de suivre quelque chose à distance et où on lui propose 10 plateformes différentes. Ça, c'est juste pour les défendre 2 secondes. Non, sur mais ce ça sujet. c'est vrai. Ça c'est vrai. Après, oui, ok. Il n'y a plus les fêtes du BDU. Ils vont plus se mettre la tête à l'envers. Ils font plus la fête. C'est compliqué. Socialement, c'est compliqué. Oui, mais ça, c'est tous les à côté. Mais sur les outils, c'est vrai que c'est compliqué à distance. C'est pas ça étudier, hein, normalement. On est d'accord. D'accord. Donc ça, c'est la vie sociale. Tout le monde souffre d'un manque de vie sociale. Pas que les étudiants d'ailleurs, mais normalement la fonction des études c'est étudier en fait. Hein, mais c'était pas mon propos. On s'en fout quand même. On s'en fout. Si on pouvait revenir sur le propos principal. Il y a un autre signal qui est quand même vachement intéressant aussi, c'est quand tu veux plus parler à tes clients. Waouh. Ah oui, bah celui-ci il est fort quoi. Enfin, j'ai plus envie de travailler en fait. Bah en fait quand tu te dis bon, je préfère lui envoyer un email que d'accepter le call avec lui pour lui expliquer les choses. Ah putain, c'est intéressant par contre. Ça c'est quelque chose de très 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 pointu dans le détail. Mais ouais, ça c'est un putain de signal. Bah oui, parce que le jour où tu préfères un canal asynchrone, moins humain, avec moins d'interactions, etc., bah ça veut dire que t'as pas tellement envie de ces interactions. Donc si t'as pas envie de ces interactions, ça veut dire que tu renonces un peu à ta mission. Ta mission, c'est quand même normalement Bien sûr. d'animer tes clients et d'être là pour remplir ton job, quoi, tu vois. Et le jour où tu commences à te dire, bon, je vais lui dire que je suis occupé, mais que je lui envoie un compte rendu par email, ça c'est pareil, c'est pas un très bon signal.
à mon avis, d'épanouissement dans ton job. Oui, c'est vrai, parce qu'il y a cette relation finalement humaine qui doit rester en partie dans ton job, surtout si on parle de ces métiers-là, quoi. C'est de pouvoir continuer à échanger avec tes clients sur leurs problématiques et à mieux interpréter leurs objectifs pour mieux les résoudre avec eux. Si tu te retrouves tout seul sur une page blanche à chaque fois à travers un email, tu as l'impression de mener des discussions de sourds, quoi. Bah, il y a de ça. Il y a un autre signal que je trouve vachement intéressant qui est quand tes emails, tu vas éviter de consulter tes emails business parce que tu sais que ça va avoir un impact sur toi. Ah, genre t'as peur d'ouvrir ta boîte mail. Tu te dis, putain, je vais pas ouvrir ma boîte mail, ça va me chier ma soirée. En fait. Ouais, là, c'est mauvais signe. Là, c'est pas bon. Oh, bah, ça nous arrive quand même, hein. Enfin, excusez-moi, mais je partage quand même, mais ça nous arrive forcément à chacun dans notre taf à certains moments. Moi, c'est par défaut. Hein, non, mais... Oui, c'est Léo... pour ça que d'ailleurs, tu travailles avec Imakina Flux, non Léo, c'est ça hein. Non, je vais changer de taf en fait après ce podcast. D'accord. Parce qu'en fait, toi, c'est ça, tu seras avec des gens qui prennent ta merde à ta place. En fait, c'était un podcast pour me virer parce que je parle pas aux clients. C'est vrai. Je lis pas mes mails. C'est vrai. Je procrastine. C'est vrai. Si vous voulez que je me casse, dites-le tout de suite. On n'est pas obligé de faire un take-out. Hein. Non, parce que tu es à l'aise avec ça et que tu aimes la place que tu occupes. Ce qui serait gênant, c'est que toi, ça te dérange à ce moment-là, du coup. C'est pour ça que je nuance vachement parce que moi, je sais que j'adore mon travail et en même temps, je me reconnais dans pas mal de ces signaux. Mais la clé, elle est là. C'est est-ce que tu vois, ta phrase, elle démarre par j'adore mon travail. Mais c'est bon. Et donc, le reste suit. Après, le reste, tu peux l'organiser comme tu veux, tu peux le confier à d'autres personnes, tu peux le déléguer, etc., etc. Nous, ce dont on parle, c'est de signaux évidents qui sont des petits marqueurs de détresse dans ton rapport à ton travail. Je rappelle que le travail est quand même censé, dans nos sociétés à nous, être une forme d'épanouissement, d'accomplissement, d'interaction, d'effort, d'élévation. C'est pas... Avec plein de merde au milieu et qui font partie du travail. Hein. Évidemment. On n'est pas en train de recruter Disneyland avec Mickey et sans savoir qui est en dessous, quoi. Mais si à un moment le deal y est plus, si tu te dis c'est quand même c'est la route de l'enfer, j'y vais pas avec plaisir, j'ai pas envie d'aller au boulot, les clients me font chier, j'ai pas envie de leur parler, j'ouvre pas mes emails parce que c'est un torrent de mauvaises nouvelles auxquelles je sais pas faire face, etc., etc. Ça fait quand même beaucoup de signaux convergents qui te laissent penser qu'il est temps de reconsidérer ton occupation professionnelle. En fait, les gens qui vont se reconnaître dans tous ces signaux, je pense, le savent déjà, qu'ils vivent un enfer et que c'est très compliqué pour eux. Juste certainement, ils se mentent à eux-mêmes par confort et parce que ça fait flipper en fait de changer de taf. Le plus gros problème, c'est que ces gens-là, parfois, se rendent pas compte que l'effort pour trouver un nouveau travail est moindre comparé à l'effort de subir un travail qui ne vous plaît pas pendant encore des mois ou des années. Bah, disons que le coût au changement augmente avec le temps. Ouais. C'est-à-dire que plus tu vas attendre, plus ça va être douloureux. C'est ça qui va se passer. Et plus ça peut être difficile aussi de trouver autre chose. Exactement. Et donc, ça coûte pas grand-chose d'aller dans LinkedIn, de refaire ton profil, de demander... J'allais y venir. Les tips qu'on peut donner pour correctement transformer sa carrière professionnelle. Demander à tes clients ou tes collègues de témoigner, de te laisser des testimonials sur ton profil. Ah non mais ça on est d'accord, excusez-moi, aparté, mais c'est sus-couille au possible ce truc de machin a confirmé que vous étiez très bonne dans Photoshop. Genre moi j'ai halluciné en voyant ça sur LinkedIn. Alors oui, très bon en Photoshop, ça sent pas terriblement bon. Mais par contre, le témoignage d'un client qui dit dans ce projet spécifique, d'accord. Il s'est passé ça et ce mec m'a vraiment aidé, nanana, ça a de la valeur. Quoi, donc faut pas avoir peur de remettre en forme des projets qui datent même d'il y a 6 mois ou 1 an pour montrer la contribution à ces projets-là. Bah oui, d'ailleurs le premier signal de quelqu'un qui va quitter son job, c'est qu'il remet à jour son profil LinkedIn. Ah c'est vrai. C'est comme ça vous le savez ça ? C'est comme ça que les recruteurs... je dis vous parce que je sais qu'au sein d'Imakina il y a beaucoup d'employés, mais genre c'est des choses que vous pouvez surveiller ? Bah bien sûr. Personne ne souhaite quitter Imakina. Bah si, moi je souhaite que certains quittent Imakina. Et quand ils le comprennent pas tout seuls, on les aide. On met à jour nous-mêmes leur profil LinkedIn. On hack leur compte et on change leur photo de profil. Quel enfer. Non mais ça fait partie des tips. C'est important. Mettez à jour votre profil, demandez des endorsements, cochez la simple case qui dit « Je suis ouvert à l'idée que des recruteurs prennent contact avec moi ».
Et puis, il y a autre chose aussi à noter, c'est que parfois les gens cherchent beaucoup trop éloignés de leur cercle un nouveau taf. Alors qu'en fait, même en appelant parfois certains clients ou certains collaborateurs ou certaines connaissances, juste en partageant votre volonté de faire mieux ailleurs, pas de changer parce que c'est une catastrophe et autres, bah on peut très simplement trouver un travail en très peu de temps par le feeling et par le réseau aussi, tout simplement. Oui, souvent dans notre réseau, on a beaucoup de réponses. Et on le sait même pas, quoi. Et on le sait pas. C'est à ça que sert LinkedIn, parce que au gré du temps, tu te connectes avec des gens, c'est des gens avec lesquels tu n'as pas forcément des contacts quotidiens et autres, mais le fait de les avoir agrégés dans une communauté professionnelle te permet, le jour où tu as une question professionnelle ou le jour où tu te poses des questions, de la poser au bon endroit, avec des gens qui vraisemblablement ont des choses à te dire. C'est l'intérêt de LinkedIn, voilà. Bah, Et écoutez, qui est un réseau social sous-estimé, de mon point de vue. Écoutez, le jour où vous me voyez mettre à jour mon profil LinkedIn, On s'appelle Léo. c'est que je vais devenir boulanger ou fleuriste, ou je sais pas ce que je vais faire. Mais... Non, mais après, un autre point de vue T'imagines bien intéressant. fleuriste. C'est vrai? Oui, J'ai un peu une gueule de fleuriste, non? Ça me va bien. ouais, il y a un truc D'être comme dans ça. les fleurs toute la journée. Alors T'as regardé la série You? après, ouais. Bah, t'es parfait. Ah ouais, on est loin du fleuriste. Ouais, là, mais que- ça m'a fait penser à ça parce qu'elle est fleuriste, je crois, C'est la la- meuf qui se fait. Oui, mais la profession là, c'est psychopathe que t'es en train de dire. Donc, Ouais, mais t'as la gueule du Parce mec que de You. Je suis pas. Je pense qu'on peut trouver plein de choses sur LinkedIn, mais dans ce sujet-là, à mon avis, il y a pas grand chose dans le domaine. Hein. Non, moi je pensais plus à... Autre chose à prendre en compte aussi, Bon, je bref. pense, c'est en tant qu'entrepreneur et quand tu as des relations du coup avec plusieurs clients, tu peux aussi leur poser des questions et je trouve qu'il y a beaucoup trop peu de questions qui sont posées aux clients. Parfois, les questions, les gens se les posent tout seuls ou les posent aux gens qui sont vraiment dans leur bulle, dans la boîte, etc. en disant qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux pour nos clients et autres, sans poser les questions aux principaux intéressés, quoi. Parce que je pense qu'ils ont peur de paraître non professionnels et qu'ils connaissent pas leur travail, etc. Alors que justement, en tant que client, c'est rassurant. Quelqu'un qui vient te demander ce dont tu as besoin, en fait. Je pense que c'est souvent perçu comme un aveu de faiblesse, alors qu'en réalité c'est plutôt une forme d'humilité. Ah, mais tu vois, on a beaucoup de mal à faire ça. C'est ça qui est fou, c'est que même par rapport à nos clients, on doit toujours paraître pour les meilleurs, les plus gros, les moi je, moi ceci, moi. Et ce que j'aimerais parfois, c'est entendre des je sais que vous travaillez avec tel concurrent, qu'est-ce qui fait de plus que nous? Comment est-ce qu'on pourrait améliorer notre service? Qu'est-ce qui vous aiderait? Et ça, ces questions-là, elles y sont tellement peu souvent. Oui, c'est vrai. Et c'est dommage. Même en tant que collaborateur, tu peux demander à ton réseau si vous avez interagi avec moi dans des projets ces 3 ou 4 derniers mois, qu'est-ce que vous pouvez me dire que vous avez apprécié dans nos interactions et qu'est-ce que je peux améliorer en fait. Est-ce qu'on conseillerait pas un Google Form? Imagine, les gens font un Google Form anonyme pour les autres personnes de la boîte ou autre, genre le truc c'est Koh-Lanta dans la boîte, c'est vraiment ça. Vous êtes... Alors moi je suis pas dans les boîtes, je ne suis pas pour l'anonymat. Moi je pense qu'on a franchi la barre de l'âge adulte et qu'à un moment tes propos tu dois les assumer. L'anonymat c'est souvent un défouloir et les gens ils vont à plat ventre et ils disent des choses qui dépassent leurs pensées, qu'ils n'assumeraient pas eux-mêmes s'ils le disaient. c'est intéressant. S'ils le disaient ouvertement. C'est le même problème que sur les réseaux sociaux, c'est que derrière un pseudo tu peux balancer des trucs horribles, mais si c'était ton vrai nom et si on te disait qu'on peut remonter à ta véritable identité, tu dirais pas peut-être les mêmes choses. Vous avez compris, hein, sur le hashtag takeout, on vous surveille. On n'a pas parlé d'un seul truc, c'est de l'entourage. Parfois, la façon dont l'entourage peut percevoir un travail que tu as qui te déplaît, sauf que vu que ça fait bien pour l'entourage, genre je suis banquier, ça fait bien pour l'entourage, du coup je reste dans ma zone de confort et machin. Alors, on peut parler de ça. Moi j'ai un conseil pour ça, ils vont se faire foutre. Voilà. D'accord. Voilà, c'est tout. Mais tu sais que pour les gens, en avoir rien à foutre du regard des autres, c'est super compliqué. C'est-à-dire que pour revenir sur quelque chose de très terre-à-terre qu'on vit tous les trois, le regard des autres sur les réseaux sociaux, des gens qui sont complètement externes à ça, la première question qu'ils me posent en soirée, c'est « Mais tu fais comment quand t'as des commentaires négatifs ?» C'est fou. Mais c'est pareil dans la vraie vie. Mais c'est compliqué, Léo. Tu vois, quand t'es père ou mère de famille, t'as un bon statut social, t'as un boulot qui faisait rêver tes parents, etc. Assumer devant tout le monde qu'à 40 ans, t'as envie de changer de carrière, il faut avoir des boules, quoi. Tu vois, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois dans des conversations avec la famille lointaine, etc. Et de changer de carrière. Et de changer de carrière, pas tellement. Et d'avoir des boules. Mais ça m'est arrivé aussi.
Mais non, ça m'est arrivé de me retrouver dans des discussions parfois où ils comprennent pas trop le métier de youtubeur et tout, et ils te disent c'est bien parce que tu fais un peu ce que tu veux. Il est dans son coin, il nous fait pas chier, tout va bien. En gros, quoi. ils te disent c'est bien parce que c'est facile, t'as du temps et tout. Tu vois, en gros, t'es un peu infantilisé quoi. Et en fait, à chaque fois, je leur dis oui, vous avez raison. Je dis oui, c'est vrai, j'ai plein de temps. Mais c'est génial et c'est exactement du matin au soir et je vais pas chercher les contredire, je m'en fous. Tu vois, moi je fais mon truc dans mon coin, j'ai pas à leur prouver quoi que ce soit. Ces gens-là, c'est pas sous prétexte que ils font partie de la famille ou quoi. Je m'en branle en vrai. Ça fait rêver. Enfin, ce mindset fait rêver beaucoup de gens et très peu réussissent à l'appliquer. Je sais que Manuel, par exemple, quand il est interpellé ou autre dans certaines boîtes et qu'on lui demande qui vous êtes, il dit que c'est un stagiaire et il adore dire ça. Et vraiment, quelque part. et parce que C'est un mythe. il s'en fout, en fait, il s'en fout du regard des autres, il s'en fout de. Mais ce que tu dis, Léo, ça se rejoint aussi. Parfois, il y a des gens qui me disaient ça va, YouTube, t'arrives à en vivre. Je dis oui, t'inquiète, on s'amuse un peu, c'est un peu passion, mais bon, au moins on perd pas d'argent. Et puis c'est très bien, parce que je m'en fous. Je veux pas que. Enfin, je suis pas là pour étaler le truc et. Je pense que du coup, peut-être que le conseil qu'on peut donner aussi là-dessus, c'est d'avoir un cercle très fermé de moins de 5 personnes qui comprennent réellement votre business, vos envies et autres, et qui vous aident à croire en ce que vous voulez. Parce que finalement, tu peux peut-être faire ça, toi Léo, parce qu'à côté, t'as des gens qui t'estiment, qui te comprennent, qui t'aiment et qui t'aident, tu vois. Mais si t'es vraiment tout seul, avec en plus de ça ta famille, qui te colle au cul en disant « Ah ben, heureusement qu'il fait ce métier, parce que sinon, il ferait rien d'autre. » C'est horrible. Vous êtes la somme des gens qui composent votre entourage. Le reste, dites-leur bonjour et arrêtez-vous là. On dit qu'on est souvent la moyenne de son entourage. Autant vous dire qu'il faut faire attention à son entourage. Parce que la moindre personne qui va rentrer dedans va participer au calcul et va composer une partie de la moyenne. Mais là-dessus, je suis totalement d'accord. Moi, je retiendrai toujours la fois où je suis allé chez YouTube à New York. On était plusieurs créateurs qui étaient invités chez YouTube à New York en formation d'une semaine. Et il y avait un gars de 50aine d'années. Il avait commencé sa chaîne YouTube 2 ans auparavant, quoi. C'est assez tard. Et il expliquait en fait tout son entourage lui avait dit mais tu vas pas commencer à faire des vidéos sur YouTube, c'est quoi ce truc là, c'est un truc de jeune, il y a pas de travail, tout ça. Et le mec s'est lancé, il s'en foutait, il avait juste envie de faire ça en fait. Et il s'est retrouvé là face à moi dans un bar à New York, invité par YouTube, tout frais payé, et c'était le plus content d'être là. Et en fait, moi, ce mec, je me souviendrai toujours de son sourire et de sa passion pour un truc qui apparemment était pas de son âge. Et en fait, je trouve que c'est un vrai modèle. Je sais pas ce qu'il est devenu depuis, mais la joie qu'il avait à ce moment-là, ça vaut tout l'or du monde. Je suis halluciné qu'il m'ait toujours pas reconnu. Tu sais que Manuel, au début, quand on s'est rencontrés, je n'ai pas 50 ans, je précise. Bon, j'ai vu que tu avais démarré ta chaîne YouTube. C'est pas ouf, mais moi, c'est très bien parce que le business model de mon côté, c'est pas ouf non plus. Viens, on fait un truc ensemble. C'était vraiment ça, les premières discussions. Toi, t'es vraiment allé voir Monsieur Burns et tu lui as demandé des conseils, quoi. Exactement. C'est sympa. Ce qui est important, c'est vraiment de comprendre que votre vision de vous-même, elle vaut 10 fois plus que la vision des autres. Parce que les autres, ils seront pas là dans 10 ans quand vous ferez toujours autant chier. Les autres seront non plus pas là dans 10 ans quand vous aurez réussi avec un trajet qu'ils n'auront jamais validé parce que vous les aurez du coup écartés. Ah non, t'es pas d'accord ? C'est pas que je suis pas d'accord, c'est que je pense que il est important d'être à l'aise avec ce qu'on fait et en même temps de ne pas verser dans l'arrogance. C'est un équilibre qu'il faut préserver. C'est-à-dire que si t'es un vrai gros con et que tu te suffis à toi-même et que tous les matins t'es heureux de faire un truc de gros con, et etc., ça marche pas non plus. Donc c'est un équilibre entre ne pas surpondérer la vie des autres qui a souvent une extrême aversion au risque et en même temps ne pas verser dans l'autosatisfecit qui ne mène nulle part. Du moi je suis le meilleur et tous les autres de toute façon c'est des cons quoi. Ok, je comprends. Je pense quand même que si la masse est de votre côté, il y a moyen que vous soyez pas en avance. Tous les projets, il y a plein de projets qu'on a voulu mener au fur et à mesure et autres. À chaque fois que je passe des coups de fil et qu'on me dit « Mais ça, monsieur, c'est pas possible. Comment vous voulez que ce soit possible ? On peut pas faire ça. » Je raccroche. Et je sais que je vais m'y mettre 2 fois plus dur le lendemain. C'est vrai que c'est un bon signal. Mais moi, j'adore ça. Moi, les gens qui me répondent « Ah tout de suite, c'est fait dans l'heure !» Je me dis « Mais merde, j'ai pas mis de level assez haut. C'est quoi ces conneries ?» C'est vrai. Donc, même si vous pensez que le prochain boulot ou que le prochain poste et autre est le bon et que tout votre entourage vous dit « Ah c'est super, vas-y, t'as raison, c'est super », c'est que peut-être t'as pas mis la barre assez haute. Il faut au moins, je pense, et t'as raison Léo là-dessus,
que dans ton entourage, il y a au moins un ou deux. Ah bon, et t'es sûr, c'est pas trop risqué? Mais ça te ressemble? T'es sûr que ça te ressemble? Si t'as pas au moins un ou deux avis comme ça, j'estime que tu changes histoire de te conforter un petit peu et de te dire ah ouais, mais tu vois, je fais quand même le truc et tout, mais tu le fais pas à fond vraiment. Et t'auras le même problème dans 1 an, 2 ans ou 3 ans. Bon, au final, on espère que tous ces indices vont vous aider à vous écouter, parce que le message qu'on essaye de vous donner, c'est écoutez-vous et n'oubliez jamais que, quelle que soit l'aventure professionnelle que vous poursuivez, que ce soit en tant qu'employé dans une boîte, en tant qu'auto-entrepreneur, en tant qu'entrepreneur, en tant que boss d'une plus grosse boîte, etc., avant tout, il faut s'accomplir. C'est-à-dire qu'il faut en retirer quelque chose qui vous fait grandir, et il faut se dire que vous aidez à faire grandir les autres aussi. Et si vous avez ces 2 critères-là, bah, c'est déjà un bon signal que tout se passe bien. Les autres qu'on a listés dans ce podcast sont plutôt là pour vous indiquer qu'il serait peut-être temps de changer de zone, de changer d'ambition, de changer de terrain de jeu. Ne kiffez pas que l'arrivée. Kiffez aussi tout le chemin pour y arriver. Je pense que là sera la clé. On a commencé avec Orelsan, on finit avec Orelsan. Hein. Exactement. Merci les gars. La bise. Bye bye. Ciao. C'est facile, tout le monde le ferait. Qui tu serais pour réussir où tous les autres ont échoué? Oublie tes rêves prétentieux, redescends sur terre où tu n'en reviendras jamais. Montre-leur que t'es fragile, tu tiens pas 2 secondes. Besoin de réconfort, lève-toi et tombe. Demande à tes nouveaux potes, puis que t'es au top. Ils passent leur temps à te faire la courte échelle en rêvant que tu t'effondres. Tu vois pas qu'ils veulent être toi, même pour quelques secondes. Qu'ils rêvent de fame en priant pour que la tienne retombe. Tu seras du père, toi qui rêvais d'être dans la lumière. Comme si c'est nous qui allions te faire de l'ombre. Ouais, on était potes, mais bon, tu changes de cap. Tu nous mets sur la touche maintenant que tous ces gens te flattent. Je suis pas là pour critiquer ni t'apprendre le rap, mais t'as retourné ta veste, tous les jours tu changes de sap. Des sacrifices, tout ce que je vois c'est qu'à force de prendre le cash, t'as dû prendre le large. J'espère que toute cette merde ça va finir par te rendre barge. Si c'était si facile, tout le monde le ferait. Qui tu serais pour réussir où tous les autres ont échoué? Oublie tes rêves prétentieux, redescends sur terre où tu n'en reviendras jamais.